Alors, les assistants intelligents et cloud, comment est-ce qu'on utilise le cloud pour créer des robots qui vont remplacer en partie l'humain, mais pas pour le pire, pour le meilleur, on espère. On va commencer avec vous, Monsieur Guélichet. Donc, vous êtes le directeur des systèmes d'information de l'Académie de Versailles. Et alors, vous avez une vision très particulière, c'est que vous dites, enfin pas très particulière, mais qui est assez originale, qui est de dire, nous, on doit rendre service. Le but, c'est que nos utilisateurs ils puissent avoir le meilleur service possible, et c'est pour ça qu'on est là. Et donc, du coup, quand on peut, on va essayer de leur rendre ce service 24 heures sur 24. Et donc, pour ça, vous avez essayé de développer un chatbot. Oui, on a mis en œuvre un chatbot. Alors, pour redonner un petit peu les dimensions de l'Académie de Versailles, c'est donc l'éducation nationale. C'est la première académie de France. On scolarise 1 300 000 élèves et on a 100 000 salariés, l'équivalent de Total Monde. Voilà. Et comme les enfants, on les fait à deux, donc potentiellement les utilisateurs sont multipliés par deux. Voilà. Et donc effectivement, il était important pour nous d'assister les utilisateurs des services numériques qui sont de plus en plus nombreux, puisqu'on développe les téléservices, et comment effectivement on accompagne les utilisateurs du service public pour obtenir des réponses. Et la réponse du chatbot a été vraiment la solution, et adoptée très rapidement par les métiers, puisque c'est le développement du livret scolaire unique. Et donc on avait les inspecteurs et les directeurs d'école qui avaient besoin effectivement d'être accompagnés pour la mise en place du livret scolaire unique. Et le problème, c'est qu'ils avaient besoin d'assistance quand le helpdesk était fermé. Et donc, pour nous, on a eu l'opportunité effectivement de déployer le chatbot. Et donc, les métiers ont adopté, puisque au moment où ils avaient besoin d'assistance, ils interrogeaient l'assistant virtuel qui leur apportait des réponses, et très vite. Alors ça, on l'avait fait essentiellement pour les directeurs d'école et les inspecteurs du premier degré. Et très vite, on m'a demandé de l'étendre au second degré. Et ensuite, effectivement, on l'a étendu à d'autres services métiers, type la messagerie, etc. Et aujourd'hui, j'avais le résultat d'une enquête à froid. Donc 39% des répondants à l'enquête ont répondu qu'ils avaient utilisé le chatbot, et à 85%, ils étaient satisfaits des réponses qui étaient apportées. Donc pour moi, c'est une très belle réussite. Alors le problème, souvent, le chatbot, c'est vu comme un outil à un problème. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut acheter l'outil, on peut l'installer et que ça ne fonctionne pas. Il faut effectivement gérer la connaissance, et c'est ça qui est le plus difficile à faire. Et donc la gestion de la connaissance, c'est maintenant notre préoccupation particulière. Et on a, je veux dire, la DSI, j'ai toujours organisé ma DSI depuis 14 ans pour faire en sorte qu'on soit orienté client. Et donc, il faut effectivement que toute la DSI ait qu'une préoccupation, c'est-à-dire satisfaire les clients. Donc, au départ, vous aviez une base de connaissances qui est le truc qui est un peu rébarbatif et que personne ne veut aller consulter parce que voilà. Et vous avez réussi donc à transformer cette base de connaissances en un chatbot. Alors, comment vous avez fait techniquement, sans rentrer dans d'énormes détails, mais quand même, comment est-ce que vous avez fait pour transformer cette base de connaissances en ce chatbot? Alors, on avait un helpdesk, donc je vais donner la marque et tout, donc EasyVista, donc un outil en premier lieu de ticketing. Et donc, effectivement, la base de connaissances, c'était de permettre aux 15 ou 16 conseillers de pouvoir effectivement apporter des réponses aux utilisateurs. Et on a transformé effectivement cette connaissance qui était portée par les conseillers, pour qu'elle soit transformée en réponse en langage utilisateur. Parce que une des grandes difficultés, et moi j'ai toujours normalisé la communication, c'est qu'on parle métier
et on ne parle pas technique. Je veux dire, quand je suis arrivé dans la DSI, c'était les ingénieurs systèmes et réseaux qui s'adressaient aux clients. Je ne vous dis pas le langage qui était utilisé. Moi-même, je ne le comprenais pas. Donc, c'est se faire comprendre des clients finaux, c'était un peu rock'n'roll, et au final, personne ne les lisait. Et donc, aujourd'hui, dans l'enquête de satisfaction que je publie, la communication de la DSI est très appréciée parce qu'elle est synthétique et elle est utile. D'accord. On va voir un autre exemple avec Emmanuelle Mougin. Vous êtes directrice de la transformation numérique d'ASP. Alors, ASP, en fait, personne connaît, mais tout le monde connaît, c'est ça, c'est le problème. Oui, c'est vrai que alors je ne sais pas si dans la salle il y aura beaucoup de bénéficiaires des aides publiques que l'on a l'occasion de verser. L'ASP, c'est l'Agence de services et de paiement de l'État. On est une agence interministérielle au sens où on a plusieurs ministères de tutelle auxquels on répond. On instrumente des politiques publiques, à la fois en instrumentant la phase d'instruction d'éligibilité aux aides, et on réalise également le paiement. Donc on est vraiment l'organisme payeur de référence de l'État, et on verse 19 milliards de subventions et d'aides publiques par an. Donc c'est quand même c'est un peu le revers de Bercy. Bon, Bercy n'est pas là, donc je peux me permettre de le dire en toute amitié, d'autant que j'en viens, donc je les connais bien. On est un peu le versant de redistribution de la richesse de Bercy qui collecte nos impôts et axes divers et variés. Et donc vous aviez justement aussi une problématique, c'est que vous avez aussi justement des personnes qui sont en contact avec le public et qui doivent, en contact avec des personnes qui pensent devoir recevoir une aide et qui l'ont pas reçue ou qui l'ont pas reçue à temps, ou qui ont un problème. Et votre objectif, c'est de simplifier la vie de vos payeurs, vos gestionnaires de bénéficiaires, tout à fait. Voilà. Effectivement, quand j'ai élaboré l'ambition digitale pour la direction générale et l'ensemble ensuite évidemment de l'ASP, il y avait plusieurs axes de développement. Il y avait évidemment celui qui consiste à améliorer le parcours et l'expérience de nos usagers. Et d'ailleurs, nos usagers sont aussi nos agents internes, c'est-à-dire les gestionnaires qui opèrent les bouts de chaîne. On sait toujours que c'est le dernier kilomètre de livraison qui est le plus compliqué et qui est les moins bien outillés. Donc nos gestionnaires étaient vraiment les parents pauvres de nos chaînes de travail. Et donc ils étaient souvent engorgés avec beaucoup de dossiers à traiter en back-office, assaillis de coups de fil, de bénéficiaires qui, en principe, quand ils nous appellent, c'est pour nous dire qu'ils contestent, ils sont pas contents, ils contestent le montant de l'aide qu'on leur a versé, ou alors on n'a rien versé du tout, ou alors ils n'ont pas reçu le chèque énergie. Ou alors nos agriculteurs qui aussi, et parfois à juste titre, râlent parce qu'il y a des retards de paiement sur certaines aides. Donc c'est toujours dans une optique un peu négative qui stresse les gestionnaires en bout de chaîne. Et donc j'ai pensé à mettre un axe autour à la fois du réenchantement du parcours de l'usager interne ou externe, qui serait en même temps couplé à l'efficience de nos processus, parce que on s'est aussi rendu compte qu'on avait des marges de progrès en matière de productivité de nos processus internes, qui n'avaient pas forcément été revisités depuis quelques années, avec des cartographies de processus un peu vieillottes. Et donc ça a été l'occasion de s'intéresser à ce qu'on appelle la smart automation. Donc contrairement aux chatbots, ce sont des bots intelligents qui fonctionnent soit en mode batch, soit en interaction avec le gestionnaire, en mode assisté, et qui permettent finalement de réaliser à votre place, donc à la place justement des gestionnaires, différentes tâches automatisables. Il faut que ça soit des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, donc des tâches de copier-coller, de ressaisie, d'ouverture des applicatifs, de connexion à son mail, d'appel d'une API, et voilà. Et donc toutes ces fractions de processus qu'on doit isoler, qu'on doit justement repérer, identifier, qualifier, caractériser, sont sujettes à l'automatisation. Donc ça, c'est vraiment la partie robotic process automation ou robotic desktop automation, selon que vous le faites au niveau du poste de travail du gestionnaire ou bien via le back-office. Et ensuite, la deuxième étape en matière de cognitive automation, c'est-à-dire de valeur ajoutée de l'automatisation, parce que le robot, le bot en lui-même n'est pas intelligent, c'est juste un assistant virtuel qui vient augmenter
ou épargner à votre gestionnaire toutes ces tâches fastidieuses. En revanche, dès que vous mettez un petit peu de cognitive là-dedans, et du coup vous pouvez appeler des API de Google Cloud, vous pouvez travailler avec IBM Watson par exemple, pour ne pas les citer, vous pouvez vraiment travailler sur de la donnée non structurée. Par exemple, en reconnaissance d'image, on reçoit beaucoup de pièces justificatives qui sont du coup sous format image, des fiches d'état civil, des factures, et donc ça, quand vous mettez un peu de machine learning là-dessus, vous arrivez à reconnaître évidemment les caractères, après avoir un peu enrôlé la machine, entraîné la machine, voilà. Elle ne sait pas le faire tout de suite parce qu'elle ne connaît pas tous les formats d'image que vous allez lui ingérer. Et après, ça permet d'alimenter justement votre assistant virtuel un peu bête, le fameux robot simplement RPA, RDA, parce qu'il va être alimenté en informations qualifiées qui auront été issues de données non structurées. Donc voilà, tout ça permet en effet de gagner. C'est un gain de productivité. C'est un gain de productivité parce que vous allez un peu plus vite que vos agents. Le robot ne se trompe jamais. Il n'est jamais malade, il travaille 24 heures sur 24. Alors, il faut par contre évidemment que les applicatifs que vous allez interroger soient ouverts, parce que s'ils ne le sont pas, il ne va pas pouvoir, avec des droits d'ailleurs, il y a toute une campagne d'authentification, il ne pourra pas ouvrir vos applicatifs de gestion, et c'est quand même le but. Il peut aussi avoir à ouvrir des applicatifs externes. Alors ça aussi c'est compliqué parce que du coup il faut contacter vos collègues pairs et leur dire voilà, on a des bots qui vont interroger vos applicatifs ou vos API, ils vont les appeler, donc n'en soyez pas surpris. Et d'ailleurs il ne faut pas que le bot travaille trop vite parce qu'autrement en externe ils peuvent croire que c'est une attaque. Donc vous devez ralentir les performances de votre bot. Ça ne sert à rien qu'il travaille à la vitesse de la lumière, parce qu'autrement les applicatifs de gestion externe qui vont être interrogés vont croire justement à un bot malveillant pour le coup, et non pas un bot bienveillant et partenaire. Mais tout ça fait que, donc bien sûr, des gains d'efficience économique, financière et opérationnelle, et puis surtout, vous ramenez de la qualité de vie au travail pour vos gestionnaires, et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire, tous ces gestionnaires qu'on a quelque part décérébrés et rendus un peu comme des automates, parce que on a tellement surprocessé nos organisations, on les a tellement rigidifiées, que certains gestionnaires font des tâches depuis 15 ans, c'est toujours les mêmes, ils les font presque les yeux fermés, mais vous vous rendez compte dans quel état ils sont. Enfin, c'est presque un travail à la chaîne, mais logiciel, pour le coup. Et du coup, ça redonne de la noblesse à l'être humain qui va se recentrer sur des tâches de décision, d'arbitrage, d'apport de conseils et d'expertise, justement la personne qu'il a au bout du fil. Donc, il pourra passer beaucoup plus de temps au téléphone avec des agents, des personnes mécontentes qui appellent, en leur apportant déjà tout l'historique de ce qui s'est passé déjà avec eux. Ça, le bot leur a préparé via justement la partie intelligence artificielle. Il ne se trompera pas dans ce qu'il va avoir comme résultat d'interrogation de telle ou telle demande, parce qu'il y a aussi la notion d'interrogation sémantique en langage naturel. L'API de Google est très bien faite pour ça. Donc, en plus, vous gérerez beaucoup mieux la relation avec vos bénéficiaires, et ça, évidemment, c'est que du bonheur. Alors, Alfonso Castro, vous êtes directeur de la stratégie cloud de Microsoft. On a entendu 2 témoignages de mise en place d'agents intelligents. Comment est-ce que vous voyez justement les dimensions de mise en place de ces agents intelligents dans les entreprises ou dans les administrations pour qu'ils soient efficients? Juste une précision, donc je suis également vice-président d'Eurocloud, donc c'est également ces 3 là que je suis là aujourd'hui. Avant de vous répondre directement, je voudrais vous remercier tous les deux parce que vous en parlez merveilleusement bien et vous dites pour moi exactement tout ce qui doit être dit autour des agents intelligents. À savoir que c'est à la fois quelque chose qui est extrêmement simple, en particulier pour les utilisateurs, et donc c'est un excellent premier pas pour faire, n'ayant pas peur du mot, vous l'avez prononcé, de l'intelligence artificielle. Et on peut aller extrêmement loin. Ça, c'est un des grands avantages, effectivement, des agents intelligents. C'est qu'on peut démarrer très, très simplement avec des données structurées ou non structurées, de la reconnaissance vocale, du traitement d'image. Enfin, bref, ça peut aller très, très loin. Et puis, on peut mettre par derrière un coup d'API, un coup de connexion avec ses propres systèmes ou des systèmes externes. Là encore, vous l'avez souligné. Eh bien, on peut aller faire de l'intelligence artificielle qui peut être effectivement très, 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 très poussée. En fait, on est en train d'expliquer ce qu'est le cloud. En fait, pour moi, les agents intelligents, c'est vraiment une des manières la plus facile d'illustrer ce que le cloud peut apporter d'un point de vue puissance, d'un point de vue facilité à consommer, facilité, il y a un mais derrière, vous allez voir, facilité à s'interconnecter avec de l'existant. Ce n'est pas que des choses qui sont toutes neuves et toutes modernes, et ça représente pour moi effectivement le cloud. Le danger, c'est de s'arrêter là.
Et penser que tout ça est très simple et que finalement en quelques jours on va avoir de magnifiques mises en œuvre et que tout ça va satisfaire tout le monde. Oui, en quelques jours on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire ce que vous avez présenté là l'un et l'autre. Ça prend beaucoup plus de temps que ça et c'est également plus complexe. Donc ce sont de vrais projets. Voilà, mais cette dimension effectivement perspective, pour moi, rend les agents intelligents, que ce soit des chatbots ou pas, extrêmement intéressants. Jusqu'à où on peut aller justement avec ces agents intelligents? On peut se connecter à des CRM. Quels sont les projets que vous voyez en ce moment et qui sont les projets les plus ambitieux en fait? Alors, les bots, on en a vu parler, pour parler d'une catégorie uniquement d'ailleurs d'agents. On les a vus apparaître il y a maintenant plusieurs années. Il y a eu plein d'expérimentations qui permettaient justement à beaucoup de directions informatiques, mais également à quelques directions métiers, on va dire de se faire la main. De commencer effectivement à maîtriser à la fois le côté purement technologique, mais aussi une nouvelle manière d'exposer des catalogues de produits, des interactions avec des interlocuteurs internes ou externes, des clients typiquement. Mais rapidement, s'est posé la question, si j'ai effectivement une interaction, mettons dans le cadre de relations après-vente par exemple, de savoir si cette interaction elle était connectée à mon CRM. Parce que je ne vais pas m'arrêter effectivement uniquement à faire une gestion de questions-réponses. Oui, mon fer à repasser ne fonctionne plus, comment je peux faire? Non, on cherche à aller beaucoup plus loin. Et on voit apparaître aujourd'hui des processus beaucoup plus complets. Écoutez, chez Eurocloud, on organise régulièrement des ateliers start-up. On en avait un il y a 2 jours sur l'intelligence artificielle. On a une société, une start-up dont je vais citer le nom, je n'ai pas de raison, je n'ai pas d'action chez eux et Microsoft non plus, Asker.ai. Ils nous ont fait une démo là au fin fond d'un café, parce que tout ça se passe dans un café, d'un bot qui fait de l'analyse de données. Ils nous ont expliqué qu'il fallait plusieurs semaines pour l'entraîner, effectivement. C'est remarquable de facilité d'interface pour avoir une profondeur d'analyse des données qui est effectivement tout à fait typée. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de limite. Et ce n'est pas pour faire une survente marketing. C'est qu'effectivement, on va pouvoir intégrer ces systèmes-là avec des systèmes de plus en plus complexes en fonction de son réel besoin. Attention, encore une fois, il y a des coûts derrière. Hein. Pas croire que tout ça se fait en claquant uniquement des doigts, mais on peut aller vraiment très 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 loin. Justement, en termes de budget, aujourd'hui, les agents intelligents, vous disiez il y a des coûts, mais c'est des coûts qui restent quand même assez mesurés et limités, non? Je peux vous faire 2 réponses. Sur Azure, si vous activez un bot, par exemple, pour faire 3 millions de transactions, ça va vous coûter 15 €. Donc je pourrais vous dire c'est gratuit, parce que c'est réellement gratuit. C'est évidemment la partie tout à fait émergée de l'iceberg. Derrière, en dessous, il y a toute la complexité effectivement d'un véritable projet. Qu'est-ce que je veux faire? À quels besoins je veux répondre? Il y a effectivement de la formation de personnel à mettre en œuvre également. Comment est-ce que mes applications qui sont derrière sont capables de digérer les interfaces que je vais générer? Là, il y a des coûts. Il y a des coûts essentiellement d'intégration, mais le coût purement d'exécution de cloud, en gros, considérez que c'est gratuit. Jackie Guélichet, vous êtes allé plus loin parce que vous avez fait certifier votre... Oui, ce matin, je n'étais pas avec vous parce que je subissais un audit puisqu'on cherche à avoir une norme AFNOR qui peut, sur la relation client, ce qui peut être étonnant parce que je ne vends rien. Et donc, je veux seulement démontrer qu'un service public peut avoir un niveau d'exigence en termes de professionnalisme pour apporter une réponse. Donc, j'aurai le résultat dans quelques jours. Mais il y a une chose qui me semble importante par rapport à tout ce qui était dit. Vous avez vu déjà, j'utilise le terme client, ce qui dans le service public était très mal vu, mais je me suis battu, client sens utile, c'est-à-dire qu'on a un engagement de qualité de service et de rendre les services dans un temps imparti avec les métiers. Et donc, c'est tous nos indicateurs sur la disponibilité, etc., sont très importants. Et l'autre point, c'est la conduite du changement. Parce que moi, j'ai rencontré des difficultés en voulant mettre, en automatisant la production, un ordonnanceur. Je veux dire, quand vous allez remplacer les tâches des gens qui font ça depuis 15 ans et qui vont effectivement être remplacés par un robot et qu'ils n'ont pas de perspective, je peux vous dire que ça crée du stress. Et vraiment, moi, j'ai associé cette transformation au bien-être au travail.
Et un élément de grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place un outil qui permet de mesurer le bien-être au travail des employés, notamment uniquement sur le helpdesk, et donc ils peuvent s'exprimer, ce qui est assez rare, à mon avis, dans le service public, où on demande aux employés s'ils sont satisfaits du travail. Et j'ai expliqué que de la même manière qu'on était à l'écoute des clients pour améliorer le service, eh bien, on avait la même préoccupation à l'interne d'être à l'écoute des employés pour essayer de les amener au bien-être au travail, ce qui n'est pas une chose évidente dans les temps qui courent. Emmanuel Mougin, pour conclure, c'est aussi pour vous un des enjeux de réussir à conduire le changement sur cet agent intelligent que vous implémentez? Oui, c'est vrai que en fait, dès que vous lancez un pilote de bot, quel qu'il soit, qui soit plus ou moins intelligent, j'estime qu'il y a à peu près 2/3 de change. Alors change au sens change RH, évidemment, il faut que vous embarquiez votre DRH dans l'aventure, parce que ça va demander évidemment comme on dit, de reskiller les compétences, c'est-à-dire d'accompagner les agents vers d'autres tâches, puisque vous allez dégager du temps, et donc il faut les repositionner sur d'autres fonctions à plus forte valeur ajoutée. Après, il y aura sans doute des gens d'ailleurs qui vont vous dire « Ah non, mais moi j'étais bien dans ma zone de confort, ça m'allait bien de faire des choses comme un automate sans réfléchir. » Ceux-là, il faudra les laisser et pas mettre un robot sur leur place de travail. Il faut le savoir à l'avance. Il faut aussi embarquer les instances du personnel, les IRP, parce que évidemment, il ne faut pas qu'ils nous bloquent au moment de la mise en prod le passage, dans la vraie vie. Et puis, bien entendu que, par exemple, pour les superviseurs de nos gestionnaires, qui aujourd'hui ne gèrent que des ressources humaines, ils vont avoir à gérer plus tard des flottes où il y aura des assistants humains, puis des assistants virtuels. Et ça se gère pas de la même façon. Donc même pour le management, ça sera une mutation de leur rôle de manager, avec peut-être des priorisations, des réaffectations. Ce qui est bien, c'est que les bots ne sont pas invasifs dans votre système d'information, donc à tout moment, vous pouvez les arrêter. Donc ça, c'est bien aussi. On espère en tout cas. Oui. En tout cas, à ce stade, tant qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, ça, vous pouvez les arrêter. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on voit bien, parfois nous réserve quelques surprises. On ne sait pas pourquoi finalement le robot s'est agi de telle ou telle façon. Non, sur les bots primaires au sens RPA du terme, il n'y a aucun risque. Et puis c'est d'autant mieux que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le bot finalement du coup automatise un process via une application. Dès que vous faites une évolution sur votre application de gestion dans la vraie vie, déjà, il faut avoir cette gouvernance pour en être avisé avant terme, parce que si vous l'êtes après, votre robot, il tombe. Forcément, il n'a pas suivi l'évolution de l'application et du processus, donc il n'a pas été remodélisé, refabriqué, rescripté en écho avec cette évolution. Donc, il y a toute cette gouvernance avec vos métiers qu'il faut mettre en place pour... là aussi, c'est du change. Donc, souvent, on crée des centres d'excellence qui permettent d'avoir comme ça une entité un peu transverse qui fait qui a un peu le lien entre, d'une part, une DSI qui est impliquée évidemment dans toutes ces problématiques de robots. La DSI est essentielle, contrairement à ce que certains éditeurs de RPA veulent parfois nous faire croire. Si, la DSI est tout à fait importante à mettre dans la boucle pour toutes les problématiques de sécurité, d'architecture, de legacy, et surtout si on appelle des API. Et puis les métiers, parce que ce sont pour eux qu'on fait tout ça. Et donc, évidemment qu'il faut déjà qu'ils en aient envie, puis qu'on identifie bien avec eux les processus éligibles, avec les ROI qui vont bien. Voilà. Très bien, je vais laisser Alfonso Castro conclure. Sur cette problématique, quels sont à votre avis les enjeux des prochaines années et les possibilités des prochaines années sur les agents intelligents? Je ne vais pas être très original, l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça. En attaquant le sujet par ce bout-là, par le bout des agents intelligents, on met les pieds dedans. On commence effectivement donc petit ou moyen. Vous deux, vous êtes déjà assez loin par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Mais derrière, la capacité à aller de plus en plus loin est relativement infinie à ce stade aujourd'hui. Alors il faut arriver, vous avez 1000 fois raison, à maîtriser tout ça, pas tellement d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, c'est relativement simple. Pas tellement, mais quand même.
En revanche, derrière, il y a des enjeux qui vont très loin, effectivement des impacts humains qui sont très très importants. Pas forcément ceux dont on entend parler habituellement sur la suppression des emplois, etc. Ça, c'est le sujet habituel. On va aussi en créer plein d'autres, donc c'est beaucoup plus compliqué que le fait de supprimer des emplois. Il y a pour autant une tension aujourd'hui sur le marché en termes de compétences, on le sait, sur l'intelligence artificielle. L'Europe est immensément bien positionnée sur le sujet. Elle devrait encore plus profiter du cloud parce que c'est ici, c'est sur ce continent qu'on est en avance par rapport au monde sur ces sujets-là. Il faudrait qu'on le reste, et c'est Microsoft qui vous le dit. Nous, on a lancé tout un tas d'initiatives sur des écoles de l'IA, justement, pour faire en sorte que tout ce potentiel que l'on a en France puisse effectivement se développer. Mais voilà, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est l'IA maîtrisée, correspondant à son propre besoin. On ne va pas faire de l'IA pour l'IA. Et les agents intelligents, c'est probablement le meilleur moyen de démarrer. Merci à vous.